Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau d'opinion Maître El Hadji Amadou Sall. Il est avocat à la Cour et responsable au Parti démocratique sénégalais. Merci de m'avoir invité. Alors, très rapidement, Maître El Hadji Amadou Sall, vous êtes avocat à la Cour, inscrit au barreau depuis le 16 juillet 1982, ancien ministre conseiller, porte-parole du président Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président. Vous êtes aussi ancien garde des Sceaux et présentement, vous êtes responsable au Parti démocratique sénégalais. Est-ce suffisant pour vous introduire? Parfaitement suffisant. Merci. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a signé le décret de promulgation de la loi modifiant le code électoral. Au sein de l'opposition, êtes-vous prêt à appliquer les nouvelles règles du jeu électoral bien sûr? Oui, merci pour cette question. Les Sénégalais savent, tous les Sénégalais savent que nous sommes, j'allais dire, à la croisée des chemins. Nous avons fait des élections législatives qui étaient marquées par le chaos. Rendons grâce à Dieu parce que le pays aurait pu basculer ce jour-là. Le pays n'a pas basculé pour des raisons liées à la retenue de l'opposition. Au sortir de ces élections, il y a eu les observateurs de l'Union africaine comme les observateurs de l'Union européenne qui sont arrivés aux mêmes conclusions, c'est-à-dire de graves irrégularités et également la nécessité pour tout le monde, pour toute la classe politique, de s'asseoir sincèrement autour de la table et de discuter honnêtement. Et au sortir de ces élections, puisque rien de tout cela n'a été fait, la coalition à laquelle nous participons, nous appartenons, avait bien dit que nous n'accepterons plus jamais qu'une élection soit organisée dans ces conditions-là par Macky Sall. Et absolument rien ne s'est passé depuis. Au contraire, les choses se sont aggravées. Donc, ma foi que Macky Sall promulgue une loi que l'on peut dire une loi scélérate, qu'il modifie la Constitution parce qu'il a une majorité mécanique, importe peu. Oui, mais il y a de nouvelles règles. Quelles que soient les règles, ces règles, nous les récusons. Nous n'acceptons pas ces modifications, ces transformations, ces changements des règles du jeu par un acteur du jeu. Nous ne l'acceptons pas et advienne que pourra, nous l'avons dit, nous ne nous sentons pas concernés par tout cela. Ah oui? Absolument. Donc vous n'allez pas participer à la présidentielle de 2019? Non, je vous ai bien dit, et je pèse bien mes mots, au sortir des élections législatives, la coalition gagnante Wattu Sénégal a fait publier un livre blanc au terme duquel nous avons écrit noir sur blanc qu'aucune élection ne sera plus jamais organisée par Macky Sall et son ministre de l'Intérieur dans les conditions des élections législatives. Et depuis les élections législatives, absolument rien ne s'est passé, sauf que les conditions ont été durcies par Macky Sall, qui est un homme violent, qui est un homme dur, qui ne se soucie guère de ce que le peuple pense et de ce que le peuple veut. Il n'a fait qu'à sa tête. Puisqu'il n'a fait qu'à sa tête, nous regardons les Sénégalais, les yeux dans les yeux, nous regardons l'opinion publique nationale, nous regardons nos partenaires étrangers, nous leur dirons qu'on va vers le chaos. Et cette fois-ci, c'est un chaos absolument indescriptible. Si je comprends bien, le PDS est foncièrement contre le parrainage et donc vous n'allez pas vous plier à ces nouvelles règles du jeu électoral. Il n'y a pas seulement que le parrainage, il y a toutes les modifications de la loi électorale, les modifications de la Constitution et les pratiques de Macky Sall. Vous voyez bien, aujourd'hui, au moment où je vous parle, Khalifa Sall est en prison. Et non seulement Khalifa Sall est en prison, mais regardez l'accélération des procédures. Khalifa Sall a été jugé. Oui, on va en parler. Le cas Khalifa, on va l'évoquer. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que l'accélération des procédures, le comportement du ministère de l'Intérieur à l'égard de Karim Wade, nous aboutissons à
à un résultat. Macky Sall a décidé d'aller aux élections et de choisir les candidats qui seront en face de lui. Et comme je dis, il n'y a aucune raison qu'au pied de Macky Sall, nous déposons les armes et que nous déclarions forfait. Donc l'on s'achemine vers un boycott. On ne boycotte pas. Il n'y aura pas d'élection. C'est ça qu'on dit. Dans les conditions actuelles, nous le disons de façon très claire, il n'y aura pas d'élection parce qu'au fond, au moment où je vous parle, il y a 2 millions de cartes d'électeurs qui sont perdues. Macky Sall lui-même a dit que 20% des cartes d'électeurs n'ont pas été produites. Je dis bien produites, c'est-à-dire fabriquées. Le ministre de l'Intérieur de l'époque nous avait dit qu'à peu près 1 million de cartes n'auront pas été distribuées parmi les cartes qui sont fabriquées. Donc 2 millions de cartes ont disparu sur 6 millions. Comment voulez-vous qu'on aille aux élections tant que ces questions ne sont pas... Macky Sall veut choisir le terrain sur lequel on va se battre, veut choisir les conditions dans lesquelles on va se battre, il va choisir l'arbitre et les règles du jeu. Si nous acceptons cela, c'est parce que en ce moment-là, nous aurons nous-mêmes décidé d'aller... Qu'allez-vous faire? Nous allons nous battre. Vous savez, nous sommes... En Nice, il y a une manifestation comme celle du 13 juillet dernier, quand même, qui a été un fiasco. Qu'est-ce qui a été un fiasco? Il n'y avait pas de la mobilisation. Le peuple n'a pas répondu à votre appel. Qui vous a dit ça? C'est votre Les images parlent d'elles-mêmes. Ah bon, remontez les images. Remontrer les images. Oui. Ce n'est pas ce que les télévisions étrangères ont dit. Ce n'est pas ce que la presse étrangère a dit. Ce n'est pas non plus ce que la presse nationale a dit. Le fiasco, c'est l'inauguration du stade. Le fiasco, c'est Macky Sall à Pikine, au stade Alassane Djigo, où les gradins étaient vides et la pelouse également. Le fiasco, c'est l'inauguration de l'arène nationale, quelles que soient les explications qu'on aura données. Mais la dernière marche de l'opposition, tout le monde reconnaît que ce fut une belle réussite. Oui. Si c'est un échec, je prie le bon Dieu que tous les échecs qui vont venir ressemblent à cela. Écoutez, je ne sais pas ce que je n'ai pas regardé vos images. Je ne sais pas ce que vous dites être un échec. Probablement, on aurait aimé avoir plus, mais ce que l'on a eu comme mobilisation nous donne satisfaction. Oui. Je voulais dire ceci. Ce n'est pas par des mobilisations. J'ai bien dit que nous appliquerons la loi. Notre Constitution, dans son préambule, renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui, en son article 35, dit ceci: lorsque le gouvernement viole les droits du peuple a le droit sacré de s'insurger. Et je vais vous lire d'ailleurs exactement ce que la déclaration dit. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, oui, l'insurrection est, pour le peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Lorsque vous faites un appel à l'insurrection. Je fais un appel au respect par le peuple et à l'utilisation de l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui équivaut à dire que vous faites appel à l'insurrection. C'est l'article 35 de notre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est intégré dans le bloc de constitutionnalité du Sénégal, connu par la constitution de notre pays. C'est l'article 35 qui dit que lorsque les droits du peuple sont violés, l'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Nous sommes arrivés à une situation dans ce pays où la justice ne joue plus son rôle. Je vous rappelle... en attendant, maître, on va parler de la justice. On y arrivera. En tant que, en votre qualité d'ancien garde des Sceaux, je voudrais que vous m'analysiez un peu cette crise nous nous référons à l'article 35. Nous nous référons à l'article 35 parce que la justice ne fait plus son travail. Elle ne travaille plus d'une manière générale. Une bonne partie de la justice s'est inféodée au pouvoir politique. Le pouvoir politique lui-même est un pouvoir dictatorial. Les règles de notre société, les règles de droit
la façon dont le pays a été géré jusqu'à présent, c'est-à-dire des règles propres à une organisation démocratique, nous en sommes arrivés à l'autoritarisme. Imaginez-vous quand même ces 5 dernières années, ces 3 dernières années, plus de 60 membres de la direction du Parti démocratique sénégalais se sont retrouvés en prison, notamment le secrétaire général national adjoint Oumar Sarr, alors que l'Assemblée nationale était en session, alors que son immunité parlementaire n'a pas été levée. On avait parlé de flagrant délit. Non, même en matière de flagrant délit, lorsqu'il y a une session de l'Assemblée, un député ne peut pas être arrêté, sauf avis, accord du bureau de l'Assemblée nationale. Oumar Sarr a été arrêté, incarcéré, en procédure d'urgence. Et jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu de jugement. Où était l'urgence? Aziz Diop, Aïda Ndiong, Mohamed Mamin Massali, Bara Gaye, la liste est exhaustive. Moi-même, la liste est très longue. Oui. Quand ça se passe comme ça, et que des candidats déclarés à l'élection présidentielle sont soit exilés, soit emprisonnés, et que Macky Sall prenne des lois pour éliminer qui il veut, il est tout à fait normal qu'on dise que les droits du peuple sont fondamentalement violés. Et il appartient en ce moment-là au peuple de se référer. Oui, en attendant, Maître Elhadji Amadou Sall, le FNR a initié une série de visites auprès des familles religieuses. Qu'est-ce que vous recherchez à travers une telle démarche? Non, ce que nous recherchons, c'est très simple, puisque nous savons que nous allons irrémédiablement vers le chaos. Tout le monde le sait, tout le monde s'accorde à dire qu'au rythme où vont les choses, on va droit vers le chaos. Il est tout à fait normal que l'on informe tout le monde de ce qui se passe, de la violation constante des droits des citoyens, des droits de l'homme et de la décision ferme prise par l'opposition démocratique de ne pas accepter que les droits soient violés. Nous informons qui de droit, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles, les associations, les organisations des droits de l'homme, les ambassadeurs, disons nos partenaires. Nous informons tout le monde de ce qui se passe. Et pour les avertir que c'est maintenant et maintenant seulement qu'il est possible d'agir, parce que comme je dis, Macky Sall a pris le couteau et a décidé de nous égorger. Qu'est-ce que vous attendez de ces autorités religieuses? On les informe, nous sommes en droit de les informer parce qu'ils occupent une certaine position au niveau de notre société, dans notre société, au niveau social. Et comme je le dis, les hommes politiques gouvernent le pays, mais les hommes religieux gouvernent le cœur et l'âme des Sénégalais. C'est ça la vérité. Oui. Et puisque ce sont eux qui gouvernent le cœur des Sénégalais, il est tout à fait normal, dans des circonstances de cette nature, qu'on s'adresse à eux et qu'on les informe de ce qui risque de se passer dans ce pays. Oui. Parce qu'on va vers des lendemains extrêmement difficiles et Macky Sall est seul, ou sera seul responsable de ce qui arrivera. Parce que c'est démocratique. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, le jeu politique est assez trouble à quelques mois de la présidentielle de 2019. Des candidats comme Karim et Khalifa sont apparemment out, comme on dit. Et il y a d'autres outsiders comme Cheikh Hadjibou Soumaré et Ousmane Sonko qui sont in, pourrait-on dire même. J'en passe, ils se positionnent. Quel effet cela je vais vous dire, nous, pour ce qui nous concerne, tous les candidats, en dehors de ceux de la majorité de la mouvance présidentielle, sont dans la même situation. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur dire que la collecte des parrainages n'a pas commencé. Tout le monde sait, tout le monde est au courant de ce que, sur le terrain, les militants de l'APR sont en train de collecter des parrainages pour Macky Sall, selon un modèle qui leur est propre. Et une fois qu'ils auront collecté suffisamment de suffrages, je vous le dis tout de suite, le ministre de l'Intérieur prendra un arrêté qui va légitimer le modèle présenté par les militants de l'APR. Nous avons entendu que l'APR a mobilisé énormément de personnes pour leur demander d'aller parrainer plusieurs membres, plusieurs candidats de l'opposition pour les déclarer
leur candidature irrecevable. Voilà ce qui se passe sur le terrain. Par conséquent, nous sommes tous aujourd'hui à la même enseigne. Vous êtes donc avertis? C'est-à-dire, non, que voulez-vous qu'on fasse? C'est ça que je dis. Faire la même chose, collecter des parrains? Non, nous ne pouvons pas collecter parce que le modèle de document pour recueillir, pour collecter les parrainages, ce modèle n'est pas publié. Nous n'avons pas le modèle de l'APR. Et c'est le modèle de l'APR qui va être validé. D'accord? Nous, le OPDS, nous n'avons pas de problème. Parce que pour avoir 60 000 signatures, nous avons plus de 100 000 militants. Ça ne nous pose pas de problème. Oui. Ça ne nous pose pas de problème. Mais le problème est que c'est de la fraude que Macky Sall est en train d'organiser. Et c'est une fraude grotesque, visible. C'est du matin. Et nous disons, pour ce qui nous concerne, que ce soit Hadjibou Soumaré, que ce soit Sonko, que ce soit Abdoul Mbaye, que ce soit Karim Wade, que ce soit Khalifa Sall, nous sommes tous Boubacar Karama. Non. Et Khalifa semble-t-il sont out. Non, Karim n'est pas out. On va parler de Karim ceux qui se positionnent. Karim n'est pas out. Comme je dis, il n'est pas out. Et nous ne sommes pas dans la logique, de la même logique que Macky Sall. Encore une fois, je vous le dis et je regarde les Sénégalais droit dans les yeux, nous n'accepterons pas que Macky Sall fasse ce qu'il veut. Je vais vous dire, en 1992, la classe politique sénégalaise s'est réunie et s'est accordée autour d'un code consensuel qui a été rédigé par une commission cellulaire dirigée à l'époque par le juge Kéba Mbaye. Oui. On est allé en 93, il y a quelques contestations, mais tout le monde s'accorde à dire que l'élection présidentielle de 93, ça s'est passé plus ou moins dans de bonnes conditions. Mais cette élection a débouché sur la mort de juge. Non, c'est bien avant. Ça, c'était pendant les législatives. Oui. Si vous voulez, on peut y revenir plus tard. Oui. On arrive en 2000. En 2000, le même code a présidé à l'élection présidentielle. Abdou Diouf est battu, Abdoulaye Wade passe. Abdou Diouf prend son téléphone à Abdoulaye Wade pour le féliciter. En 2012, avec le même code, sans aucune modification substantielle, on va à l'élection présidentielle. Macky Sall passe. Abdoulaye Wade prend son téléphone, félicite Macky Sall. Incontestablement, ce code, il est bon. Un code qui a permis l'élection démocratique de 3 présidents de la République, la défaite démocratique de 2 qui chacun a pris son téléphone pour féliciter son vainqueur. Manifestement, ce code, il est bon. C'est ce code-là que Macky Sall a changé totalement, en ayant un nouveau code unilatéral qu'il a fait sans discussion, sans négociation, en mettant en cause tout ce qui a été fait jusqu'à présent en termes de consensus. Le consensus était fait entre toute la classe politique du Sénégal, le gouvernement, la société civile et nos partenaires étrangers. Voilà ceux qui sont à la base de ce consensus. C'est ce consensus-là que Macky Sall a rompu pour faire son propre code, que personne n'accepte aujourd'hui. Et il veut qu'on aille à l'élection présidentielle avec ce code. Nous n'accepterons pas et nous nous battrons. Et nous nous battrons en utilisant la légitimité. La légitimité, je vous l'ai dit, c'est l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La légitimité, c'est l'alinéa 3 du préambule. Je vais vous le lire. Il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Tout cela, si nous le rappelons, nous n'appelons pas... Il y a une tyrannie au Sénégal? Absolument. Il y a une tyrannie. Comment? Assidi Lamine ne dira pas qu'il n'y a pas de tyrannie. Karim Wade ne dira pas qu'il n'y a pas de tyrannie. Khalifa Sall ne dira pas qu'il n'y a pas de tyrannie. Abdoul Mbaye ne dira pas qu'il n'y a pas de tyrannie. Ousmane Sonko ne le dira pas. Ils sont tous unanimes. Le peuple aussi de la même chose. Vous ne croyez pas aujourd'hui qu'il y a une tyrannie que Macky Sall exerce sur les Sénégalais en les privant d'eau? C'est une véritable tyrannie parce qu'il n'a pas été à la hauteur de ses devoirs. Donc cette tyrannie-là, qui est exercée, la plus petite tyrannie, exercée sur le plus petit des citoyens, est une tyrannie absolument inacceptable pour la totalité du peuple sénégalais. Une tyrannie n'est jamais petite. Une tyrannie reste une tyrannie. Et une tyrannie doit être combattue. Elle doit être combattue par tous les moyens que notre Constitution met à notre disposition. Je ne réclame rien d'autre que l'application stricte de la Constitution et même dans la résistance, dans le combat, nous ne demandons qu'une seule chose,
nous nous en référons à notre Constitution et au préambule de notre Constitution. Voilà ce qui est bien dit. En prenant et non cité comme un potentiel candidat à la présidentielle de 2019, l'attention est portée sur les anciens premiers ministres, à savoir Cheikh Hadjibou Soumaré, Idriss Seck, Abdoul Mbaye, entre autres. Si on interroge le rétroviseur dans le passé politique du Sénégal, confirmez-vous que la primature est une passerelle qui mène vers le palais présidentiel? Ah, ce n'est pas tout à fait exact. D'abord, Senghor a été le premier président de ce pays. Il n'a jamais été premier ministre. Oui, ensuite Abdou Diouf. Non. Ensuite, il y a eu le président Mamadou Dia, qui était président du Conseil, qui était l'équivalent d'un premier ministre, mais plus fort. Oui. Il n'a jamais été président de la République. Donc, ni Senghor n'a pas été premier ministre, il était président. Oui. Mamadou Dia était plus fort qu'un premier ministre, il n'a pas été président. C'est vrai qu'Abdou Diouf a été Premier ministre, il était président. Abdoulaye Wade n'a jamais été Premier ministre, il est président. Macky Sall a été Premier ministre, il est président. Donc, je veux dire, sur les 4 présidents que nous avons eus, il y a eu 2 qui ont été Premier ministre. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que... Ce qui coupe la poire en deux? Non, parce que d'autres... ils ont tous ceci de particulier qu'ils ne sortent pas du néant. C'est tous des hommes politiques. Donc, pour être président de la République, on peut dire, oui, il faut être adossé à un parti politique qui le soutienne. D'accord? Ça, c'est vrai. Maintenant, ce n'est plus Moustapha Niasse a été Premier ministre. Oui. Il n'a pas été président. Absolument. D'accord? Mamadou Lamine Loum a été Premier ministre. Il n'a pas été président. Habib Thiam a été Premier ministre. Il n'a pas été président. Oui. D'accord? Mamadou Dia a été Premier ministre. Il n'a pas été président. Maintenant, c'est vrai, Souleymane Ndéné Ndiaye était Premier ministre, Mimi Touré était Premier ministre, Abdoul Mbaye était Premier ministre. Il va être président. Mohamed Boun Abdallah Dionne est Premier ministre, Idriss Seck était Premier ministre. Avouons que pour un poste, il y en a déjà 6 ou 7 prétendants possibles, alors qu'il n'y a qu'un poste. Et Karim Wade n'a jamais été Premier ministre, il est un prétendant très sérieux. Khalifa Sall n'a jamais été Premier ministre, il est prétendant très sérieux. Par conséquent, c'est vrai, le poste de Premier ministre est un poste éminemment politique, parce que dans un système présidentiel modéré comme le nôtre, le Premier ministre est le chef de la majorité. Est-ce qu'on a un système présidentiel modéré au Sénégal? Oui, on a un président... Avec tous les pouvoirs qui sont conférés au chef de l'État. Non, mais c'est vrai. Non, nous sommes... parce que dans un régime présidentiel fort, il n'y a pas de Premier ministre. Et la totalité du pouvoir exécutif est détenue par le président de la République, dont les ministres ne sont que des collaborateurs. Or ici, quand même, depuis la réforme de 2001, déjà depuis 1970, on a un Premier ministre, mais depuis la réforme constitutionnelle de 2001, le Premier ministre, concurremment avec le président de la République, a le pouvoir de nomination aux fonctions... Mais qui nomme le Premier ministre? C'est le président. Aux fonctions civiles. Oui. D'accord? Oui, c'est le président qui le nomme, qui met fin à ses fonctions, mais ce n'est pas parce qu'il le nomme en France. Nous sommes dans un régime présidentiel, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre, même s'il ne peut pas mettre fin à ses fonctions. Mais à chaque fois en France que le président de la République veut la démission du Premier ministre, il l'a obtenue. D'accord? Nous sommes un régime présidentialiste, présidentiel modéré, nous ne sommes pas un présidentialisme fort. D'accord? Le présidentialisme fort, c'est aux États-Unis. Le président du Sénégal n'a pas les mêmes pouvoirs que le président des États-Unis. D'accord, nous sommes à mi-chemin. Mais aux États-Unis, un juge peut s'attaquer au président de la République, ce qui n'est pas possible au Sénégal. Oui, mais ça, c'est des systèmes différents. En France, un juge peut s'attaquer au président de la République. Au Sénégal, un président de la République peut être jugé par la Haute Cour de justice. Même un président de la République en fonction. Et il appartient à l'Assemblée nationale seule de décider si, oui ou non, le président doit être mis en accusation. Et si l'Assemblée nationale dit que le président doit être mis en accusation pour être jugé par la Haute Cour de justice, le président de la République sera jugé. Donc, ne méconfondons pas, j'allais dire, ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. Oui. C'est vrai que le président a des pouvoirs, mais le président n'a pas de pouvoir absolu. Bon, il a des pouvoirs très puissants, très forts. Bon, l'Assemblée aussi a des pouvoirs. Malheureusement, nous sommes dans un système politique. Disons, le système politique, je ne parle pas du régime politique. Là, vous énumérez les textes, mais dans la pratique, c'est autre chose.
Que voulez-vous, quand on a, j'allais dire, excusez-moi l'expression, une Assemblée nationale traite d'assemblée croupion, que voulez-vous qu'on fasse? Cette assemblée, elle fait tout ce qu'on lui demande de faire. On lui aurait demandé de voter sa dissolution, elle l'aurait fait. Alors que voulez-vous qu'on dise d'autre? Que oui. Quand une assemblée n'a absolument aucune personnalité, je ne veux pas être trop méchant, bon, mais qu'est-ce que c'est que cette assemblée qui ne sert à rien, sauf à applaudir? Si, à voter des lois. Ou quelle loi? Maître El Hadji Amadou Sall, récemment le président Macky a dénoncé le découpage électoraliste du Sénégal. Ma question est, à qui la faute? À l'administration sénégalaise ou bien aux régimes qui se sont succédés à la tête du pays? Je ne sais pas ce que le président Macky Sall veut dire. Oui. Moi, je ne le comprends pas. Oui. Le président Macky Sall dit chaque jour une chose, le lendemain son contraire. Il parle de découpage. Il n'a qu'à procéder comme il a l'habitude de le faire, par la violence et par un passage en force. Il n'a fait qu'un passage en force. Ça ne sert à rien pour lui de faire des critiques dès lors que, au fond, il fait ce qu'il veut, comme il l'entend, sans se soucier de personne, sans demander l'avis de personne. Oui. Voilà. Sous son magistère, il y a eu l'acte 3 de la décentralisation. Oui, bon, avant lui, il y avait Maître Wade qui avait créé 2 ou 3 régions de plus. Écoutez, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les collectivités territoriales n'ont absolument aucun pouvoir. Ils n'ont ni pouvoir ni moyen. Ça ne sert à rien de faire un acte 3 de la décentralisation lorsque les maires ou les conseils départementaux n'ont absolument pas de pouvoir et pas de moyens. Alors franchement, vous savez, nous sommes arrivés aujourd'hui dans la gestion des collectivités territoriales. Nous sommes arrivés à un niveau où tout devait se faire sur la base d'un dialogue inclusif, d'un dialogue sérieux, d'une discussion extrêmement sérieuse. Voilà encore les questions de notre démocratie qui nécessitent un véritable dialogue politique entre toutes les forces politiques et la société civile pour qu'on en arrive à une situation qui ne soit pas qui ait des sous-entendus ou des malentendus politiciens. L'opposition pratique souvent la politique de la chaise vide en temps de négociation et de dialogue. Écoutez, je vais vous dire, je vous donne un seul exemple. Oui. Les concertations sur le gaz. Le président de la République invite les marabouts, mais les marabouts qu'il a invités, à chaque marabout, on a adressé une lettre, une correspondance pour l'inviter. Mais pour l'opposition, on se met à la... Venez. Ce n'est pas comme ça qu'on invite l'opposition. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de lettre, il n'y a rien. Ce ne sont des déclarations. Vous savez, quand on demande un dialogue aussi, sur des questions aussi importantes et qu'on invite tout le monde, qu'on envoie des correspondances à tout le monde, aux grands sérines, les 2 grands sérines de Dakar, tous les chefs religieux, les chefs traditionnels, les membres de la société civile, à tous, on envoie une lettre, une correspondance. Et à l'opposition, on se contente d'une simple déclaration en leur disant venez, sans qu'on dise quelles sont les conditions, les circonstances, sans que les documents de base soient mis à leur disposition. Cela voudra dire qu'on ne veut pas de vous et que quel que soit ce que vous allez dire, ça ne servira à rien. On se retrouve en une espèce de ndep pendant 2 jours, chacun dit n'importe quoi et son contraire, on amène ceux qui savent, les ignorants et les autres. Vous avez parfaitement vu un des sérines de Dakar, un des grands sérines de Dakar qui a copieusement insulté l'opposition, la traitant de tous les noms d'oiseaux. On a vu des membres de la majorité présidentielle qui n'avaient que l'injure à la bouche, qui ont insulté toute l'opposition. Ça veut dire que si on était là-bas, ça ne servirait à rien. Et à quoi cela aura servi aujourd'hui? Peut-être à réfléchir sur comment... Et quel est le résultat de la réflexion? Zéro. Zéro, c'est du show, c'est du cinéma. Bon, si Macky Sall veut faire du cinéma, il n'a qu'à faire son cinéma, mais l'opposition ne participera pas à ce show et à ce cinéma qui ne sert absolument à rien. Parlons économie avec la résolution de la crise dans l'enseignement qui a eu comme conséquence une augmentation des taxes douanières, mais aussi dans le secteur des hydrocarbures. Au final, n'avez-vous pas l'impression qu'on a résolu un problème tout en créant d'autres? Non, on n'a rien résolu. Nous avons toujours dit, parce que vous vous souvenez, oui. À l'époque, le gouvernement avait dit que les caisses étaient pleines, oui. Et que les comptes ouverts à la Banque centrale étaient tous créditeurs de sommes assez importantes. J'avais dit, et toute l'opposition avait dit, mais si l'État a de l'argent, ma foi, pourquoi il ne satisfait pas les revendications des travailleurs?
les revendications des magistrats, les revendications des fonctionnaires, les revendications des travailleurs, les revendications des enseignants de l'université, les revendications des étudiants. Rien de tout cela n'a été fait. Et si l'État avait de l'argent, pourquoi il ne paye pas la dette? Dans la gestion de la dette intérieure, le gouvernement, tout le monde le sait, le gouvernement triche quand il s'agit de la dette intérieure. En quoi faisant? Le gouvernement triche parce qu'il ne considère comme faisant partie de la dette intérieure que la dette qui a été liquidée. Toute la dette, aucune section de la dette n'est considérée comme dette intérieure tant qu'elle n'a pas été liquidée. Et puisque le gouvernement liquide ce qu'elle veut, donc quand les entreprises ont une créance de l'ordre de 20, 30, 40 milliards, le gouvernement, dans un premier temps, ne reconnaît que 1 milliard en disant oui, je donne mon accord pour que ça soit payé. Alors le gouvernement ne reconnaît que 1 milliard. Mais si vous demandez aux entrepreneurs, aux entreprises sénégalaises, ils vous diront que leur dette est énorme et l'État ne paye rien du tout. Alors ça ne sert à rien de faire du soulbouki, faïbouki. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut avoir une politique cohérente, mais bon, quand l'intelligence n'est pas au pouvoir, voilà ce que ça donne. Oui, avec un taux de croissance chiffré à 7,2, le Sénégal se retrouve à la 170e place sur 196 pays. Une situation assez contrastée, n'est-ce pas? Oui, non, tout cela montre une chose, que le gouvernement ne dit pas la vérité aux Sénégalais. Aujourd'hui, il est établi que le chiffre de 7% est un chiffre faux, qui a été revu à la baisse, à la fois par l'agence de la statistique et aussi par les institutions de Bretton Woods. Donc le gouvernement n'a pas dit la vérité aux Sénégalais et a donné un chiffre faux. À partir du moment où nous avons un gouvernement qui ne dit pas la vérité aux Sénégalais et qui donne des chiffres faux, tout s'écroule. Rien de ce qu'il dit n'est vrai. On ne peut pas avoir un taux de croissance aussi élevé et se retrouver dans cette situation d'extrême pauvreté. Et même si le taux de croissance était à ce niveau-là, il faut s'interroger sur une chose qui est essentielle. Quels sont les secteurs porteurs de la croissance? Si les secteurs porteurs de la croissance, c'est exclusivement le secteur tertiaire, les entreprises de téléphonie, de télécommunications qui font de super bénéfices et autres entreprises de cette nature, si c'est ça qui porte la croissance, cette croissance ne génère pas la richesse pour la grande masse. C'est une croissance qui entraîne dans son sillage de la pauvreté et exclusivement de la pauvreté. Je vous donne, pour vous dire un cas. Aujourd'hui, quand on regarde le budget des ménages, et c'est quelque chose de fantastique qu'il faut corriger. Quand on regarde le budget des ménages, regardez la part que représentent les communications. Allez dans n'importe quelle maison, tout le monde a un portable et tout le monde fait du crédit. Et il arrive dans certaines circonstances que la part de communication soit plus importante que la part réservée à l'alimentation. Ça pose problème. Nous avons de mauvaises habitudes de consommation parce que nous n'avons pas éveillé les consciences des citoyens. Résultat, nous faisons nous permettons à certaines entreprises du secteur de la télécommunication de faire des bénéfices énormes, d'entraîner une croissance qui est une croissance appauvrissante. Parce que lorsque les ménages n'investissent pas dans l'éducation des enfants, lorsque les ménages n'investissent pas dans l'alimentation des enfants, mais plutôt dans la communication, il y a un véritable problème. On s'appauvrit, on fait de mauvaises dépenses, mais dans 10 ans, dans 20 ans, on aura un taux de réussite scolaire presque nul, parce qu'on n'aura pas investi. Oui, Maître El Hadji Amadou Sall, évoquons le procès en appel de l'affaire dite de la caisse d'avance à la mairie de Dakar. En quittant le prétoire, comme ce fut le cas lors du procès de Karim Wade, vous, en votre qualité de membre du pool d'avocats commis par le maire de Dakar, Khalifa Sall, est-ce que vous ne l'amenez pas direct vers l'échafaud? Non, ce n'est pas nous qui l'amenons vers l'échafaud, c'est Macky Sall qui l'attire vers l'échafaud. Macky Sall a décidé d'avoir la tête de Khalifa Sall. Je vais vous dire deux ou trois choses. La tête de Khalifa Sall. Absolument. C'est un de vos confrères qui a dit il y a 8 mois qu'une réunion secrète s'est tenue au palais de la République autour du chef de l'État, avec des magistrats, des membres du Conseil constitutionnel pour discuter de la question de Khalifa Sall. Le Conseil constitutionnel a pondu un communiqué pour répondre. 7 mois après,
le Conseil constitutionnel a fait un communiqué pour dire qu'il n'y était pas et qu'il n'y était pas représenté. Oui. Le Conseil constitutionnel ne dément pas qu'un membre du Conseil a pu y être à titre personnel. C'est un journal de, pour ne pas le citer, oui, qui dit que le 25 juin, autour du ministre de l'Intérieur, il y avait un groupe de personnes et de fonctionnaires avec le procureur spécial et un membre du Conseil constitutionnel qui discutait de la désinscription de Karim Wade sur les listes électorales. Et c'est le même journal Walfadjri qui dit 2 jours après, le 27 juin, le procureur spécial a écrit une lettre au greffier en chef près du tribunal pour demander le casier judiciaire de Karim Wade. Et ces 2 réunions secrètes n'avaient qu'un seul but, l'une, invalider la candidature, réfléchir sur l'invalidation de la candidature de Khalifa Sall, l'autre sur l'invalidation de l'inscription de Karim Wade. Ouais. Donc, c'est Macky Sall qui organise tout ça. Et il l'organise parce que ça fait 8 mois, bientôt 1 an, il n'a rien contesté, ni démenti, ni lui, ni le ministre de l'Intérieur. Peut-être, parce que j'en ai parlé aujourd'hui ici, peut-être que demain ils vont le démentir, mais ce sera tardif. Donc ce n'est pas nous qui avons décidé d'envoyer Khalifa Sall à l'échafaud, c'est Macky Sall qui a préparé sa guillotine et qui veut lui couper la tête. Mais pourquoi quitter le prétoire? Non, nous l'avons fait d'abord en accord avec Khalifa Sall. Oui. Et nous l'avons fait, vous savez, je vais vous donner un seul exemple pour que vos téléspectateurs comprennent. Nous sommes allés à la CEDEAO. La CEDEAO a dit 3 choses. Premièrement, la détention de Khalifa Sall, de son inscription, disons, de la proclamation des résultats des élections législatives jusqu'à la levée de son immunité parlementaire, sa détention est arbitraire, premièrement. Deuxièmement, la Cour de justice de la CEDEAO dit que le procès de Khalifa Sall n'a pas été un procès équitable. La Cour de justice de la CEDEAO dit que les droits de la défense de Khalifa Sall ont été violés. Quand cela se passe comme ça, qu'on le soulève, le juge ne peut pas continuer, parce que tant que ce n'était pas dit, on peut s'interroger. Mais à partir du moment où une autorité judiciaire communautaire a pris cette décision, on ne peut plus continuer sans statuer. Même la CEDEAO ne demande pas la liberté. Il ne l'a pas demandé. Il se contente de dire que ses droits ont été violés, qu'il n'y a pas un procès équitable. Alors, nous soulevons ces exceptions, on les joint au fond. Que nous reste-t-il? C'est comme si on vous dit le Sénégal et la Mauritanie ont fait un match de football. La Mauritanie a gagné, 4-0. La FIFA a dit que le match n'était pas bon. Et après, on nous dit non, le match n'était pas bon, mais en attendant qu'on le rejoue, on accepte le verdict du match. Non, il n'y a plus de match. Le résultat n'est plus bon. Ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le procès n'était pas équitable, le procès n'était pas équitable. C'est ce qui est dit. Comment voulez-vous qu'on continue un procès inéquitable? Il faut statuer. Dans quelle mesure le procès n'a pas été équitable? Quels sont les aspects qui n'ont pas été équitables pour qu'on les enlève? Les droits de la défense de Khalifa Sall ont été violés. Si ces droits de la défense ont été violés, ces droits de la défense qui ont été violés, continue-t-on de les violer? Je dis, quand ça se passe comme ça, nous ne pouvons plus avoir confiance à ces juges. Moi, je n'ai pas confiance à ces juges. Et je le dis, c'est mon droit. Je suis avocat, je regarde ces juges-là et je leur dis les droits, les yeux dans les yeux. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance parce que vous voulez continuer un procès qui est plein de nullités. Le procureur général lui-même a dit oui, je reconnais qu'il y a des nullités. Même s'il n'est pas d'accord avec nous sur la nature de ces nullités et l'étendue de ces nullités. Bon, alors ces documents nuls-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on continue de faire un procès sur des documents qui sont nuls? Ce n'est pas possible. Et un juge qui le dit, je le soupçonne de ne pas être libre. Est-ce que cette attitude est profitable à votre client Khalifa Sall? Complète. Cela ne facilite pas les choses. Vous savez ce que je ne veux pas, moi, calmement, on nous dit, faites votre procès calmement, soyez raisonnable, ne protestez pas, laissez-nous faire notre travail et calmement, normalement, oui, on prend Khalifa Sall, on lui coupe la tête. Oui, on va faire nos plaidoiries, le public va applaudir parce qu'on aura bien plaidé, on aura dit des choses qui sont exactes, mais le juge, lui, puisqu'il a une décision déjà prête, il prend le sabre et il coupe la tête de Khalifa. Et on dira, tout s'est passé normalement, les avocats sont venus, ils ont plaidé normalement, il n'y a pas eu d'entrave.
Ça ne doit pas se passer comme ça. Qu'est-ce qui vous dit que le juge ne va pas prononcer le droit? Vous savez pourquoi on le dit? Oui. Mais je le dis parce que j'avais dit ça, je ne sais pas si c'était à Walfadjri ou ailleurs. J'ai dit, oui. Khalifa Sall vient d'être jugé. Dans 3 mois, 4 mois, son affaire sera en appel. Le juge d'appel va tout faire pour que dans les 2 mois qui suivent, il y ait une confirmation. On fera un pourvoi et dans les 2 mois, avant décembre ou plus tard, la Cour suprême va prendre une décision. Et tout ce qui a été fait jusqu'à présent confirme nos appréhensions. D'accord? C'est une justice à très grande vitesse. Pendant ce temps, les Tchantakoun qui ont été arrêtés depuis 2012, qui sont en prison depuis 2012, dont le dossier est terminé depuis, ils sont toujours en prison, on ne les juge pas. Pendant ce temps, Barthélémy Diaz, qui a été jugé depuis, il a fait appel, il l'a dit que je n'accepterai pas que Khalifa Sall soit jugé avant moi en appel. Pendant ce temps, moi-même qui ai été jugé, qui ai été condamné, j'ai fait un pourvoi. Ça fait 3 ans que le pourvoi est là et qu'il n'est pas jugé. Pendant ce temps, Oumar Sarr, dont l'immunité parlementaire n'a pas été levée, qui a fait l'objet d'une inculpation et d'une information, jusqu'au moment où je vous parle, il n'est pas jugé, il ne sera pas jugé. Et qu'est-ce qui fait que tous ces gens-là ne soient pas jugés et que Khalifa Sall, en 6 mois maximum, soit jugé en instance, confirmé en appel et probablement confirmé par la Cour suprême. Oui. Dans cette chaîne-là, si ça se passe ainsi, je n'aurai confiance ni au juge d'instruction, je n'ai pas confiance au juge d'instruction, ni au juge qui a rendu la décision d'instance, ni au juge d'appel qui vont confirmer, ni au juge de la Cour suprême. Je ne peux pas avoir confiance. Parce que le mode de fonctionnement est un mode de fonctionnement à grande vitesse, est un mode de fonctionnement qui inquiète n'importe quel justiciable. Oui, parce qu'il doit y avoir cette égalité entre les justiciables. Oui, et en l'amenant à bouder la Cour, qu'est-ce qu'il encourt? Mais qu'on montre aux Sénégalais que cette juridiction ne dit pas, on n'a pas confiance en cette juridiction. Et que les Sénégalais puissent exercer leur devoir. Article 35. S'insurger contre la tyrannie et l'oppression. Parce que devant l'oppression, il n'y a qu'un droit, c'est l'insurrection. C'est un droit et c'est un devoir. Et c'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Encore une fois, je ne dis rien du tout qui est contraire à notre Constitution. Je ne dis rien du tout qui est contraire aux conventions internationales et aux déclarations internationales auxquelles nous avons souscrit. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Les Sénégalais régleront leurs problèmes. Oui, au plan politique, finalement, en prison, Khalifa Sall a prononcé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2019. Voilà, les Sénégalais décideront. Il ne l'a jamais dit publiquement. Maintenant, c'est fait. Il est libre, c'est un citoyen qui est libre. C'est pour démontrer également. Ce n'est pas tardif. Non, ce n'est pas tardif. Khalifa Sall a parlé avant d'être arrêté. Il a dit, j'ai été reçu par Macky Sall. Ouais. Il l'a dit et Macky Sall n'a pas démenti. Macky Sall m'a dit, je veux que tu me soutiennes pour la présidentielle. Khalifa lui a dit, c'est trop tôt, je ne peux pas pour le moment. Il lui dit, si tu ne le fais pas, tu finiras ta carrière en prison. Il ne l'a pas fait, il est en prison. Et vous voulez que nous, on soit là à dire, oui, il faut que les choses se passent normalement, Macky Sall, il est bien. Macky Sall est méchant. C'est un homme méchant, c'est un homme violent, c'est un homme dur. S'il n'était pas méchant, si Macky Sall n'était pas méchant, s'il était assis sur le même socle de vertu que nous, Macky Sall n'aurait jamais de sa vie pris le fils de Abdoulaye Wade et le mettre en prison. Macky Sall n'aurait jamais pris Jarif, Macky Sall n'aurait jamais pris Khalifa Sall, qui l'a aidé, qui a financé sa campagne en partie, il ne l'aurait jamais pris pour le mettre en prison. Pour Gougueram Niamoudaou. Parlons du cas Karim Wade. Après le rejet de son recours par le tribunal de Dakar qui s'est déclaré incompétent pour légiférer sur son inscription, êtes-vous optimiste pour la suite? Mais non, vous savez, nous on est très clair. Nous avons dit, c'est la position de notre parti. Oui. On est allé à la CREI. Je vais vous dire exactement ce que la CREI a dit. Et c'est bon hein, qu'on le rappelle. Oui. Voilà l'arrêt de la CREI, c'est l'arrêt numéro 2 du 23 mars 2015. Je vous en lis un extrait. Oui. Considérant que le ministère public a requis l'interdiction pour les condamnés de l'exercice des droits civiques, civils et de famille mentionnés dans l'article 34 du Code pénal. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 35 du dit Code, les tribunaux ne prononceront cette interdiction que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
considérant qu'en l'espèce les prévenus ont été déclarés coupables d'enrichissement illicite et de complicité du délit, considérant que l'article 163 bis du Code pénal qui prévoit et réprime le délit précité n'autorise ni n'ordonne l'interdiction mentionnée dans l'article 34 précité, qu'il y a lieu dans ces conditions de ne pas prononcer la dite interdiction. Donc Karim Wade jouit de ses droits civils et politiques. Tout le monde le sait. Lorsque quelqu'un jouit de ses droits civils et politiques, vous savez les droits civils et politiques c'est quoi? C'est les droits civils. Les droits civils c'est le droit de travailler, d'avoir un salaire. Les droits politiques c'est le droit d'être électeur, d'être membre d'un parti politique. Les droits de famille c'est le droit de se marier. Macky Sall a dit aujourd'hui que Karim Wade n'a pas le droit de se marier parce qu'il dit qu'il n'a pas le droit de famille. Sans qu'un jugement l'ordonne, qu'il ne peut pas être membre d'un conseil. Est-ce qu'il a dit qu'il n'a pas le droit d'avoir une famille? C'est ça les droits civils et politiques. On lui a refusé son inscription sur les listes électorales. Non, à partir du moment où il a ses droits civils, ses droits civiques et ses droits politiques, il doit être inscrit sur une liste. C'est ça que dit la loi. Mais c'est Macky Sall, parce qu'il ne veut pas le combattre, qui le décide. Et que dans ces conditions-là, lorsque un juge prend la décision étrange de dire que je ne peux pas me prononcer, que voulez-vous qu'on dise? À la limite, je dis, ce n'est pas notre problème. Nous le disons, c'est notre parti qui le dit. Si Karim Wade n'est pas candidat, non seulement Macky Sall ne sera pas candidat, nous nous opposerons à sa candidature parce qu'il n'y a pas de raison. Vous savez, nous sommes un petit lambedi. Alors, Eumeu Sène balle parce que nous avons beaucoup piqué. Eumeu Sène qui vient, qui dit que je ne combats qu'avec Yahou Dial. Et que les autres sont là, ils ne combattent pas Bombardier, ils ne combattent pas Modulo, ils ne combattent pas Balagay, ils ne veulent choisir que Yahou Dial. Et on veut que nous, on paye notre argent pour aller à la lutte. On n'ira pas à la lutte parce qu'il n'y aura pas de combat. Macky Sall, on n'ira pas au combat avec lui parce qu'il n'y aura pas de combat. Il est interdit de se présenter. Nous y opposons. Le PDS et toute l'opposition interdisent à Macky Sall de se présenter. Et si le PDS travaillait pour Macky? Comment ça? Comment vous refusez d'adopter un plan B? Écoutez, on voit que la candidature de Karim Wade ne sera pas validée. Nous ne boycottons pas. Nous nous y opposerons. Nous nous opposons, nous l'avons dit, à la tenue d'une élection présidentielle, si Karim Wade ne participe pas. Que vous comprendrez ce que vous voudrez bien comprendre, mais nous avons dit de façon très claire, de façon très nette et précise, qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle si notre candidat n'y participe pas. Il n'y aura pas d'élection présidentielle si Macky Sall l'organise. Parce que nous avons dit que Macky Sall a organisé le chaos, organisé la fraude. Macky Sall nous a volé 2 millions de nos cartes. Nous n'accepterons pas qu'il organise des élections dans ce pays. Nous n'avons pas de plan B. Parce que c'est trop facile. Avoir un plan B, c'est accepter que Macky Sall a raison sur nous, que Macky Sall a gagné. Il décide que Karim Wade ne sera pas candidat, nous disons nous sommes d'accord. Il décide que Khalifa Sall n'est pas candidat, nous sommes d'accord. C'est ça que je dis. Accepter ça, c'est accepter de déposer ses armes au pied de Macky Sall et de déclarer forfait. Nous nous y opposerons, il n'y aura pas d'élection. C'est pourquoi nous avertissons les chefs religieux pour leur dire ce qui risque de se passer dans ce pays. C'est pourquoi nous informons les ambassadeurs. C'est pourquoi nous informons les puissances étrangères pour leur dire voilà ce qui va se passer. Sénégal, jusqu'à présent, tout s'est passé dans le calme. Mais nous n'accepterons pas qu'on nous piétine et qu'on piétine nos droits. Nous nous y opposerons par tous les moyens légitimes à notre disposition. Dans tout ça, Maître Abdoulaye Wade, avocat et père de Karim Wade, il est à fond. Bien avant le vote de la loi sur le parrainage. Non. Vous avez entendu Abdoulaye Wade il y a moins de 15 jours. Oui. Il a dit ce qu'il a dit. Abdoulaye Wade a dit de façon très claire. Il a dit, c'est lui qui l'a dit. Vous avez entendu ce qu'il a dit s'agissant des listes électorales. Je n'y reviens pas. Mais je dis, Abdoulaye Wade n'a jamais été à fond. Abdoulaye Wade a toujours parlé. D'accord, Karim Wade n'a jamais été à fond. Karim Wade a parlé, il a fait des déclarations que vous avez, parce qu'à chaque fois nous avons pris. Et pourquoi Maître Wade ne s'est pas prononcé sur la loi Maître Wade s'est prononcé. Instituant le parrainage? Mais Maître Wade s'est prononcé parce que le PDS s'est prononcé. Vous pensez que le secrétaire général national du PDS, quand nous sortons un communiqué, quand nous nous réunissons, nous prenons une décision, ça ne l'engage pas? Non, Maître Abdoulaye Wade s'est prononcé puisque le PDS s'est prononcé. Oui. Maître El Hadj Amadou Sall, avant de boucler, faites-moi une petite analyse sur la crise qui se vit dans la justice, le temple de Thémis. Oui, ce qui se passe dans la justice, pour moi, malheureusement, hein, c'est profond. Oui. Nous n'avons pas
nous n'avons jamais eu le courage de faire les assises de la justice. De nous asseoir tous, les acteurs de justice, magistrats, avocats, greffiers et tous les utilisateurs de la justice pour s'arrêter un instant. Pour dire dans quelles conditions la justice est rendue. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où il y a une énorme suspicion autour de la justice. Le président Kéba Mbaye, vous l'avez entendu, a parlé, parce qu'il a été le premier président de la Cour suprême et il a été premier président pendant très longtemps. Il a parlé de la corruption dans la justice. C'est le président Kéba Mbaye qui en a parlé. Nous avons vu comment l'Union des magistrats du Sénégal s'est violemment opposée au pouvoir politique, aux ingérences du pouvoir politique dans le fonctionnement de la justice. Ce sont des magistrats, dans leur association, qui le disent. Les justiciables sont inquiets. Personne ne veut plus avoir affaire avec la justice. Personne. Parce que beaucoup de Sénégalais, à tort ou à raison, disent qu'elle est corrompue ou une bonne partie est corrompue. Quand ça se passe comme ça, alors que nous qui sommes de la justice, nous savons qu'il y a des magistrats dignes, qu'il y a des magistrats loyaux, qu'il y a des magistrats qui respectent leur serment et qui ont la conscience de ceux qui ont fait leur devoir. Mais des pans entiers de la justice étant aux ordres, au vu et au su de tout le monde, alors il y a une énorme suspicion. Alors, une seule pomme de terre pourrie dans un sac peut entacher la totalité. Quelle est la solution? La solution, me semble-t-il, le moment est venu pour tous les acteurs de la justice de s'asseoir, de discuter. C'est vrai, je sais que Macky Sall, le président Macky Sall, a désigné quelqu'un, le professeur Jacob, pour entamer une réflexion. Mais les résultats de cette réflexion doivent simplement permettre à tous les acteurs de prendre ces conclusions comme élément, comme document de travail et de s'asseoir et de discuter pour que la justice devienne crédible. Parce qu'il y a quand même un problème. Je prends le cas de Karim Wade. Il a été condamné ici par une CREI que tout le monde a contesté. La condamnation est sévère, elle est injuste. Et cette condamnation, on ne peut l'exécuter nulle part. Partout où on va au monde, dans le monde, on nous dit que cette décision est pourrie. C'est une pourriture, cette décision. Et je pèse mes mots, c'est une véritable pourriture qui ne peut être exécutée nulle part. Et quand ça se passe, on s'arrête en se disant non, nous sommes en train non seulement de nous discréditer au plan national, mais de nous discréditer au plan international. Le moment, me semble-t-il, est venu entre magistrats, avocats, greffiers, huissiers, justiciables, utilisateurs de la justice, de s'asseoir et de créer les conditions pour que les Sénégalais enfin aient confiance. Mais pour avoir confiance, il faut avoir des dignes et loyaux magistrats. Quand certains magistrats, surtout au niveau des plus hautes juridictions, n'ont ni dignité ni loyauté, évidemment, ça pourrit tout le corps. Je vous remercie, Maître El Hadji Amadou Sall. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour et responsable au Parti démocratique sénégalais. On s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Merci. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye qui a réalisé cette émission. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.